Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au XVIIIe siècle, le système du livre, hérité de l'absolutisme, donc, entre en tension. En apparence, rien de changé. Les privilèges existent, la censure fonctionne, les métiers sont réglementés, les institutions encadrent la production intellectuelle, mais en profondeur, les équilibres se déplacent. Le livre cesse progressivement d'être un simple instrument de diffusion contrôlée pour devenir un vecteur de circulation critique des idées. Et ça change tout. Ce basculement tient d'abord à une transformation quantitative et sociale. Bah oui, le nombre de lecteurs augmente. Encore une fois, lentement, mais de manière continue et là encore inexorable. Les élites traditionnelles, le clergé, la noblesse, la magistrature, restent quand même au cœur du système, mais de nouveaux publics apparaissent. La bourgeoisie urbaine, les professions libérales, les milieux administratifs. Le livre circule davantage, pénètre des espaces sociaux plus larges, s'inscrit dans des pratiques quotidiennes plus diversifiées. Cette extension du public modifie la nature même de la demande. On ne lit plus seulement pour prier, pour administrer ou pour produire un savoir établi. On lit pour comprendre, pour débattre, pour juger. Le livre devient un outil de formation intellectuelle individuelle. Il participe à l'émergence d'un lecteur autonome, capable de confronter les idées, de construire un raisonnement, de se situer dans un espace de discussion. C'est extrêmement important. C'est dans ce contexte que s'inscrit le mouvement des Lumières, justement. Les philosophes ne forment pas un groupe homogène, mais ils partagent une conviction commune, celle que le savoir doit circuler, que les idées doivent être discutées, que l'autorité ne doit pas être acceptée sans examen. Le livre devient leur principal instrument. Eh bien oui, c'est le discours de la servitude volontaire de Diderot, c'est tout ça, en fait, qui est en train de circuler. Mais cette diffusion ne passe pas uniquement par les circuits officiels. Au contraire, vous avez une part essentielle de la production des Lumières qui s'organise en marge du système autorisé. Les ouvrages les plus critiques, politiques, religieux, philosophiques, sont souvent imprimés à l'étranger, je vous le disais, dans des espaces beaucoup moins contrôlés, puis introduits ensuite clandestinement. Je vous citais les Pays-Bas, alors on appelle ça les Provinces-Unies à l'époque. Vous avez certaines villes allemandes, des villes suisses qui jouent un rôle central dans cette géographie de l'imprimé. Et donc, vous avez un double système qui est en train de se mettre en place. D'un côté, une librairie officielle, réglementée, visible, intégrée à l'ordre politique, et puis de l'autre, une librairie clandestine, mobile, difficile à saisir, mais extrêmement active, vous pouvez l'imaginer. Ce second circuit n'est d'ailleurs pas marginal, il est structuré. Il repose sur des réseaux d'imprimeurs, de libraires, de colporteurs. Il alimente une circulation parallèle des textes qui échappe en grande partie aux mécanismes de contrôle. Dans ce contexte, certains ouvrages acquièrent une portée exceptionnelle. L'exemple le plus emblématique, c'est celui de l'encyclopédie, évidemment, qui est plus qu'un simple ouvrage. Elle constitue un projet intellectuel global. Rassembler, organiser, diffuser l'ensemble des connaissances humaines. Mais ce projet, évidemment, est aussi politique, en proposant une vision du monde fondée sur la raison, l'expérience, la critique. Il remet implicitement en cause les fondements de l'autorité traditionnelle. L'imprimé permet ici une chose nouvelle aussi, la mise en réseau des savoirs. Les textes ne sont plus isolés. Ils se répondent, se citent, se complètent, ils circulent, et cette fois à l'échelle européenne, ils se forment un espace intellectuel transnational, si vous voulez, dans lequel les idées voyagent plus vite que les structures politiques qui tentent de les contenir. Ce phénomène transforme profondément la nature du débat. On assiste à l'émergence d'une forme d'espace public. Alors c'est vrai, cet espace reste encore limité socialement, mais il est réel. Les livres, les brochures, les correspondances permettent la circulation d'opinions, la confrontation des arguments, la formation de jugements collectifs. La notion même d'opinion prend ici un sens nouveau, et vous savez à quel point, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point c'est une notion qui m'est chère. Un jour, il faudrait que je prenne le temps vraiment de travailler ce sujet. Cette opinion ne désigne plus seulement un avis individuel, mais un phénomène collectif, diffus et très difficile à contrôler. L'imprimé, c'est un peu le support principal. Il permet de faire exister des idées au-delà des cercles restreints du pouvoir et des institutions.
Face à cette évolution, les autorités réagissent. La censure se renforce, les contrôles se multiplient, les sanctions s'alourdissent également. Mais ces dispositifs vont montrer leurs limites. L'extension des réseaux de diffusion, la mobilité des acteurs, la porosité des frontières rendent le contrôle de plus en plus difficile. Et surtout, la logique même du livre joue contre le système de contrôle. Un texte peut être reproduit, transporté, lu dans des contextes extrêmement variés. Il peut être interprété différemment selon les lecteurs. Il peut susciter des discussions, des débats, des prolongements qui sont inattendus. Et une fois en circulation, il échappe en partie à ceux qui ont tenté de le contrôler. Le XVIIIe siècle marque donc une transformation qualitative. Le livre ne se contente plus de diffuser des contenus, il structure un espace de circulation des idées. Il ne se limite plus à transmettre un savoir, il participe à sa remise en question. Il ne se borne plus à servir l'ordre, il contribue à le fragiliser. Et ce processus reste en partie invisible, c'est pas non plus la grande révolution. Il se traduit pas immédiatement par des ruptures politiques. Il s'inscrit dans des pratiques, des échanges, des lectures, mais il modifie en profondeur les conditions de formation des idées et des opinions. Alors c'est vrai, c'est pas la révolution tout de suite, mais ça vient alimenter un feu qui couve. Et c'est précisément cette transformation, lente, mais irréversible, qui va rendre possible la phase suivante. Parce que quand surviennent les grandes crises politiques de la fin du XVIIIe siècle, le livre, et plus largement l'imprimé, est déjà prêt. Prêt à diffuser, prêt à mobiliser, prêt à transformer une contestation intellectuelle en dynamique politique.